L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le grand plaisir d'accueillir dans l'entretien aujourd'hui Guillaume Goubert. Guillaume Goubert, d'abord journaliste. Guillaume Goubert, bonjour. Bonjour. Directeur du journal français La Croix. Accessoirement, je ne dirais pas ça, mais journaliste d'abord. Vous êtes en Algérie pour ce qu'on appelle un voyage de lecteur. Tout à fait. C'est quoi un voyage de lecteur ? Eh bien, nous sommes avec une centaine de lecteurs. En 2 autocars. Et voilà, nous organisons chaque année une dizaine de voyages qui sont des voyages qui ont une dimension à la fois culturelle et une dimension éventuellement d'actualité, et d'emmener nos lecteurs à la rencontre d'un autre pays, d'une autre culture. Et ce voyage en Algérie a été conçu à la suite des béatifications des martyrs chrétiens de la décennie noire, qui ont été donc béatifiés à Oran le 8 décembre dernier. Et donc ce voyage est quand même très construit autour de ce que ces personnes ont vécu, de la façon dont elles ont conçu, eux, catholiques, religieux, prêtres, évêques, leurs moines, leur présence dans un pays musulman. Et le thème du voyage, c'est une église de la rencontre, de voir comment aujourd'hui des catholiques sont présents dans son pays avec à la fois beaucoup de respect, beaucoup de discrétion et en même temps beaucoup de ténacité. Alors dans ce groupe de 2 autocars, donc de lecteurs de la Croix, il y a essentiellement des pratiquants, des catholiques pratiquants. Je dirais des chrétiens pratiquants parce qu'il y a également des protestants. Mais oui, tout à fait. Ce sont des personnes dont effectivement la motivation sur le plan religieux est forte. Et un sentiment de grand intérêt, mais aussi d'admiration pour ces personnes. Un intérêt très grand pour le dialogue avec l'islam, pour le dialogue interreligieux, qui est une question qui se pose aujourd'hui de manière assez forte en France. Voilà, et en même temps, pour beaucoup d'entre eux, ils ont des liens affectifs très forts avec votre pays. Certains sont des pieds noirs, certains ont été des militaires français qui ont été ici pendant la guerre d'indépendance. Il y a des coopérants qui sont venus après l'indépendance et enfin des personnes qui ont des enfants mariés à des personnes algériennes ou d'origine algérienne. Donc voilà. Bon, la plupart d'entre eux, je crois, j'ai pas fait le compte exact, mais je crois que la plupart d'entre eux ont un lien de mémoire et un lien affectif fort avec l'Algérie. Vous diriez que s'il n'y avait pas ce lien-là, il y aurait plus de difficultés à avoir un voyage de lecteurs de 100 personnes, c'est important, une centaine de personnes? Non, je pense pas, parce qu'on a refusé du monde. On voulait pas aller au-delà de 2 bus. On a refusé du monde, donc non, je pense qu'il y a en France beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'Algérie et qui s'intéressent notamment à cette dimension religieuse de l'Algérie, ce pays musulman, et où il y a présent aujourd'hui discrètement quelques catholiques. Quelques catholiques. Il y a donc l'Algérie peut. On en parle de temps en temps quand on évoque les problématiques de tourisme en Algérie. C'est un pays qui est fermé. Vous avez eu du mal à avoir des visas d'ailleurs? Écoutez, non, on n'a pas eu de mal à avoir des visas, mais parce que je pense qu'il y a le souhait des autorités quand même d'accueillir des touristes, et on se sent d'ailleurs extraordinairement bien accueillis. Nous croisons beaucoup de personnes dans la rue qui nous saluent, qui nous disent bienvenue. On sent que ce pays n'est pas saturé de touristes, et on donc c'est joliment dit ça. Non, mais il y a des endroits où on sent bien que les touristes sont plus tout à fait les bienvenus parce qu'ils sont trop nombreux. Ici, il y a à la fois, semble-t-il, la joie de voir des personnes qui rendent visite, et puis en même temps, il n'y en a pas trop, donc on peut d'autant mieux les accueillir. Oui. Alors, vous avez fait, dans votre groupe, pour la plupart, c'était la première rencontre avec l'Algérie, ou c'est... Certains, c'est au moins la deuxième pour ceux que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a leurs conjoints qui sont là parce que beaucoup sont en couple. C'est des lecteurs qui sont dans la septantaine, on va dire. La plupart sont en couple.
il y a un petit groupe de prêtres aussi, 5-6 prêtres, qui est beaucoup. Alors donc dans ces couples, souvent un des deux conjoints est né ici ou a passé du temps ici, mais pas l'autre. Donc il y a quand même beaucoup de personnes dans ce groupe qui sont là pour la première fois et qui découvrent, à qui alors justement le conjoint explique, tu vois, là c'est là que j'allais à l'école, c'est là. Voilà, c'est très. Moi, beaucoup d'émotions, j'imagine. Beaucoup d'émotions. Et pour moi, qui vient pour la première fois en ça, c'est Algérie... un impair, ça. Pardon ? C'est un impair. C'est un journaliste de La Croix qui vient pour la première fois en Algérie. Vous savez bien qu'il y a des journalistes de La Croix qui ont du mal à venir en Algérie. Qui ont du mal à venir en Algérie, d'autres qui venaient très très souvent et qui n'auraient pas laissé d'autres journalistes venir à leur place. Donc, et puis un excellent correspondant. Mais voilà. Et moi, ce qui me frappe justement, c'est de me rendre compte à quel point... d'une certaine façon, Alger est une ville familière pour moi parce qu'il y a des tas de lieux dont j'ai entendu parler très très souvent et que je vois pour la première fois en vrai. Mais je veux dire, j'étais tout à l'heure à côté du Milk Bar, j'étais à la librairie du Tiers-Monde. Voilà, c'est des lieux dont bien sûr j'ai entendu parler pour différentes raisons et parfois tragiques. Et les voir dans la réalité, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose... Et bon, dans un genre beaucoup plus évident, hier, le groupe est allé au monastère de Tibérine, près de Médéa, et voilà, c'est un endroit que j'ai vu 150 fois en photo, et pour la première fois, je voyais ce lieu en réalité, et c'est une expérience extrêmement émouvante. Oui. Oui, effectivement, quand on évoque les lieux, on a quand même le sentiment que le parcours d'une visite culturelle en Algérie, c'est aussi un parcours qui recoupe beaucoup de lieux tragiques. Et il y a des lieux qui portent aussi d'autres histoires. Dans la visite, bon, on va s'arrêter un moment sur Tibérine. C'est un moment fort de cette visite, évidemment. C'est un moment très fort de cette visite. Et c'est spécialement, je dirais, pour le directeur de la Croix, c'est quelque chose de particulièrement émouvant parce que pour deux raisons. La première, c'est que les moines, en 1994 de mémoire, nous avaient envoyé un très beau texte à propos de l'assassinat de 12 Croates sur un chantier. C'est sur la route qui mène vers là-bas. Exactement, et c'est un texte qui nous avait beaucoup marqué à l'époque. Les moines nous reprochaient, gentiment, mais nous reprochaient de ne pas avoir suffisamment parlé de cet événement tragique. Et donc nous avaient envoyé un texte très émouvant où il disait « Si nous nous taisons, les pierres de l'Oued baignés de sang hurleront dans la nuit ». Et voilà. Et par ailleurs, lorsque le jour où a été confirmée la mort des moines, nous avons reçu un appel de la famille du prieur, Christian de Chergé, qui nous a dit « Christian a laissé un texte, un testament spirituel, et nous souhaitons le rendre public. » Et nous souhaitons que ce soit dans la Croix. Et donc, nous avons été le premier organe de presse à publier ce texte qui est extrêmement connu, dans lequel qui se termine par ces mots « Amen, Inch'Allah », et dans lequel Christian de Chergé pardonne par avance à son assassin et dit qu'il espère le retrouver au paradis. Et voilà. Et c'est une très grande fierté pour le journal d'avoir été choisi pour publier un tel texte et aller dans le lieu où Christian de Chergé a rédigé ce texte, qui est extrêmement célèbre parmi les catholiques. C'était pour moi une espèce de pèlerinage de fidélité. Oui, parce que il y a un autre grand moment qui vous attend. Vous allez aller à Oran, à la basilique du Mur-Djadjo dans les prochaines 24 heures. Voilà, nous partons demain à Oran, où effectivement nous allons aller sur les lieux de la béatification, à la basilique de Santa Cruz. Nous allons rencontrer l'évêque d'Oran, Jean-Paul Vesco, et des personnes qui ont très bien connu l'évêque assassiné d'Oran, Monseigneur Pierre Claverie. Et effectivement, ça va être un moment important. On a la chance de le vivre. Nous avons dans le groupe qui nous accompagne comme accompagnateur un prêtre dominicain qui s'appelle Jean-Jacques Pérennes, qui était un ami très proche de Pierre Claverie, qui a écrit une biographie de lui et qui peut nous en parler vraiment comme on parle d'un ami.
Et c'est quelque chose d'extrêmement touchant. Jean-Jacques lui-même a vécu en Algérie pendant presque une décennie comme coopérant et il enseignait l'économie. On comprend un peu mieux pourquoi vous avez refusé du monde pour ce voyage de casting. C'est quand même Oui, voilà. C'est du luxe. C'est vraiment une belle chose. Hier, nous avons rencontré les responsables du centre culturel universitaire qui est au centre d'Alger et qui était autrefois ce qu'on appelle l'aumônerie catholique de l'université avant l'indépendance et qui est resté ensuite, après l'indépendance, les responsables de ce lieu d'accueil ont décidé de rester, mais en déconfessionnalisant ce lieu qui s'appelle maintenant Centre culturel universitaire, où il y a une très grande bibliothèque, il y a des lieux où les étudiants peuvent travailler, et puis il y a des conférences de méthodologie pour aider les étudiants à bien préparer leurs examens ou leurs mémoires, etc. Et donc tout un accompagnement personnel qui ne se fait absolument pas sur une base religieuse, confessionnelle, mais qui est une manière pour les catholiques de rendre service aujourd'hui à des personnes ici en Algérie. Et le directeur de ce centre est un prêtre mexicain, un jésuite mexicain, et il travaille avec une religieuse polonaise. Et à la fin de la discussion, certains groupes disaient mais finalement pourquoi êtes-vous là puisque vous n'annoncez pas le christianisme, l'évangile, Jésus-Christ, etc. Ce Mexicain, ce jésuite mexicain a répondu avec une formule que j'ai trouvée très belle. Il dit: nous sommes ici au service de l'espérance, mais pas de notre espérance. Voilà. Il pense que la rencontre, Église de la rencontre, disais-je tout à l'heure, la rencontre de personnes entre des catholiques et des personnes d'autres religions, le fait de se connaître, le fait de vivre ensemble, c'est certainement ce que nous pouvons faire de plus utile pour construire un avenir de paix et de compréhension entre les peuples. Et c'est le sens de la présence de l'Église catholique ici. On est monté à Notre-Dame d'Afrique. Et dans cette basilique, il y a cette phrase qui, vue par un Français, paraît tout à fait étonnante, en demandant à la Vierge de prier pour nous. Et pour Notre-Dame, priez pour nous et pour les musulmans. Et le recteur de la basilique, qui lui est espagnol, nous a dit mais c'est pas une phrase toute récente, ni à cause de l'évolution du catholicisme dans le sens d'un plus grand dialogue, ni pour satisfaire les autorités. C'est là depuis l'origine de la basilique au XIXe siècle. Et il dit ici la tradition, c'est que quand on finit la prière, on termine par Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. Et il nous a demandé de prononcer cette phrase que nous avons fait avec un certain enthousiasme. Et voilà, ce sont des expériences qui sont à Tibérine. Il y a tous les jours des visiteurs il y a peu de visiteurs catholiques qui viennent d'Europe. Les visiteurs mais il y avait des visiteurs tous les jours qui sont des Algériens musulmans qui viennent là parce qu'ils ont envie de voir, ils ont envie de comprendre, parce que peut-être il y a un membre de leur famille qui a été soigné autrefois dans le dispensaire du monastère, etc. Et voilà, c'est une toute petite réalité, mais en nombre, mais c'est quelque chose, c'est une présence qui est une espèce de petite lumière qui est présente ici, sans arrogance, sans autre idée que d'assurer une présence et de rendre service. Alors, pour savoir, Tibhilin, c'était à 4-5 km de Médéa, et il y avait un no man's land, il y avait la forêt, enfin, de la végétation et tout ça. La dernière fois que j'ai été, il y a peut-être 18 mois, 2 ans, la ville arrive maintenant la ville de Médéa arrive jusqu'à Tibhilin, malheureusement, et il y a du béton tout autour. Ça a perdu un peu de son côté spirituel parce que le béton est en train d'enserrer ce lieu. C'est juste pour vous dire que l'Algérie change très vite. Vous, pour qui c'était Guillaume Goubert, le premier voyage en Algérie, est-ce que c'est l'image du pays est-ce que le pays ressemble à l'image que vous vous en faisiez avant de venir? J'avais pas d'idée préconçue, très sincèrement. Par contre, j'avais un point de comparaison, c'est que je suis allé en Tunisie il y a quelques mois et j'ai été, en comparaison avec la Tunisie, très agréablement surpris. La Tunisie je sais que dans ce pays, il y a une évolution politique qui est extrêmement intéressante et un processus démocratique qui se consolide avec le temps, mais on sent que ce pays économiquement est assez épuisé et j'ai trouvé un pays qui avait l'air, pour prendre une expression simple, qui avait l'air fatigué. On parle de la Tunisie.
On parle de la Tunisie, voilà. Et en arrivant ici, j'ai été extrêmement frappé par la vitalité. Alors bien sûr, nous sommes à un moment particulier. Vous êtes arrivé samedi, le lendemain du 5e vendredi Voilà. de protestation. On est à un moment particulier dans l'histoire de votre pays, mais j'ai été frappé par l'énergie qui se dégage, une espèce de jubilation dans l'air qui m'a extrêmement touché, et donc une espèce de presque de confiance en soi, je dirais, à laquelle je ne m'attendais pas. Et donc, voilà, c'est un pays où on sent bien qu'effectivement, le développement est extrêmement rapide et que, du coup, il y a des choses qui se font, en termes de construction, par exemple, qui se font très vite et pas forcément très bien. Mais nous, on a connu ça en France autrefois, après la Seconde Guerre mondiale, des phénomènes de rattrapage comme ça. C'est le mot. C'est le mot, parce que chez nous, c'est un rattrapage par rapport à la guerre civile dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est arrivé à Tepelin, c'est les années 90, c'est la guerre civile. Et il y a eu un effet rattrapage, parfois anarchique. Alors du coup, il y a des choses qui sont effectivement, qui semblent un tout petit peu désordonnées. Mais en même temps, on est frappé de voir cette extraordinaire jeunesse. Je sais bien que c'est un des très grands défis que ce pays doit relever, de se développer économiquement suffisamment pour pouvoir donner du travail à toute sa population. Mais en France, on sait que la démographie globalement en Europe occidentale, la démographie est extrêmement déclinante. Ce sont des pays qui vieillissent. Ici, il y a une jeunesse qui est très réjouissante. Alors, on va peut-être ressembler aux Tunisiens dans 6-7 ans, une fois qu'on sera retombé de notre nuage. Je vous le souhaite. Mais en attendant, on peut peut-être faire beaucoup de choses. Absolument. Voilà, avec cette énergie. Absolument. Je pense d'ailleurs que précisément par rapport à... C'est vrai qu'en 2011, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il va se passer quelque chose en Algérie ? Il ne s'est pas passé beaucoup de choses à ce moment-là. Je pense que la chance sans doute historique qu'il y a pour votre pays aujourd'hui, c'est que vous avez vu ce qui s'est passé ailleurs, donc vous savez qu'il y a des choses à ne pas faire, il y a des portes à ne pas rater, et sans doute vous êtes bien placé par rapport à d'autres pays pour bien réussir les années qui viennent. Alors, bien placé pour réussir une transformation démocratique qui a en règle générale échoué dans les printemps arabes pour la plupart des grands pays. La Tunisie fait exception avec quand même une forme de précarité qu'on vient de souligner. Est-ce qu'en France, on regarde ce processus de la même manière ? Est-ce qu'on peut faire confiance ? Est-ce qu'on fait confiance au processus algérien ? Ou est-ce qu'on est encore tout étonné que ça se passe de cette façon-là, de manière relativement pacifique et avec peut-être beaucoup d'espérance ? Alors, nous regardons cela avec sincèrement une certaine admiration, parce que nous-mêmes traversons une crise sociale assez sérieuse, et la façon dont cette crise se déroule chez nous n'a vraiment rien à voir, où il y a des manifestations qui ne sont pas extrêmement importantes en nombre, mais qui se passent assez mal, avec des violences, avec même des actes très, très déplorables de pillage, de violences gratuites, et puis un processus de maintien de l'ordre qui est souvent pas très réjouissant, avec l'usage de moyens assez brutaux. Donc on regarde, et on l'entend beaucoup dans les commentaires sur les médias français, de dire mais il faut qu'on prenne des leçons en Algérie parce que chez nous ça se passe quand même beaucoup moins bien que chez eux. Donc nous regardons ce mouvement avec beaucoup de sympathie, et une certaine admiration, parce qu'on sait que les risques sont beaucoup plus grands ici qu'en France. En même temps, on ressent une certaine retenue au niveau officiel, et de la prudence. Une grande prudence, parce que les relations franco-algériennes n'ont jamais été banales, comme dit, c'est un jour votre président qui a dit, les relations entre la France et l'Algérie peuvent être bonnes ou elles peuvent être mauvaises, mais en tout cas elles ne seront jamais banales. Et effectivement, vous regardez des citations d'Abdelaziz Bouteflika. Oui, c'est bien ça. Je l'avais pas celle-là. Alors, on sent le journaliste qui dirige la rédaction. Comment dire, donc nous savons que ce qui pourrait être perçu comme une ingérence ou une interférence française dans ces événements pourrait avoir un effet très très négatif. Donc globalement, tout le monde, et notamment le chef de l'État et le gouvernement, se montrent très très prudents dans leurs déclarations pour ne pas alimenter des soupçons d'ingérence ou de vouloir influer le cours des événements.
Oui. Et il y a eu quand même un petit impair. Enfin, le 11 mars, lorsque la lettre du président Bouteflika a annoncé qu'il renonçait au 5e mandat, mais qu'il allait rester à la tête du processus jusqu'à transmettre le pouvoir au prochain président, ce qui devait prendre une année de plus, donc 4e mandat prolongé, l'Élysée s'était précipité à féliciter le président Bouteflika pour cette décision-là, et ça a été très très mal perçu dans les rues d'Alger dès les 48 heures suivantes. On a beaucoup reproché dans des pancartes, etc., à la France, une forme d'ingérence. Ça montre bien à quel point, effectivement, même une déclaration assez anodine peut effectivement être mal comprise. Je pense que je suis pas un interprète, un exégète très qualifié de la pensée du président de la République française. Je pense que l'idée, c'était de dire c'est une évolution dans le bon sens. Ce que la suite des événements confirme plutôt. Je veux dire, c'est vrai que ça fait partie. Ça a été une étape dans un processus qui se poursuit, qui n'est pas encore terminé. Et je pense que l'idée d'Emmanuel Macron, c'était de prendre acte de ça. C'est que quelque chose avait bougé. Mais peut-être n'a pas-il choisi tout à fait suffisamment bien ces mots et que ça pouvait donner lieu effectivement à des interprétations malheureuses. Alors, Guillaume Goubert, pour ceux qui ont pris l'émission en cours, vous êtes donc le directeur du Journal de la Croix. Le Journal de la Croix qui tient toujours une place particulière dans l'offre médiatique en France. Est-ce que c'est dû au fait qu'il est destiné à une communauté en particulier qui est fidèle, qui continue de le lire? Je connais bien cette expérience-là parce que j'ai été pendant longtemps correspondant de la Croix en Algérie, mais ce n'est pas à moi que vous faisiez référence à partir de tout à l'heure en parlant d'excellents correspondants. Il m'arrive dans les grands moments, comme en ce moment, de rapporter ce qui se passe en Algérie dans des papiers ciblés. Et donc, il y a une exigence de qualité, une exigence de rigueur qui est restée au niveau de la Croix. Est-ce que c'est ça qui permet à la Croix de continuer à, entre guillemets, surnager dans un peu la tempête de la presse média, ou est-ce que c'est aussi le fait qu'il soit adossé à un groupe, le groupe Bayard, qui est puissant sur le plan de l'édition? C'est un peu tout ça. Pour l'instant, nos comptes sont excédentaires, ce qui n'est pas si fréquent pour les quotidiens en France, même plutôt l'exception. Ça tient à la grande fidélité de nos lecteurs. Ça tient au fait que nous savons depuis très longtemps que nous sommes fragiles, nous savons que nous sommes mortels, je cite souvent un proverbe qui, je crois, est de cette rive-ci de la Méditerranée, qui dit que quand on dort par terre, on n'a pas peur de tomber du lit. Nous, ça fait très longtemps qu'on dort par terre, donc on est assez bien adapté à cette période très incertaine que traverse la presse, nous savons être très économes de nos deniers, faire très attention à nos dépenses, éviter de surcharger la rédaction, toutes ces choses, surcharger les effectifs. Donc voilà, effectivement, nous avons la chance de pouvoir nous adosser à un groupe relativement important qui s'appelle Bayard. Est-ce qu'il se renouvelle le groupe? Non, je pensais que c'était du public qu'on allait parler. Alors le public, actuellement, nous sommes malgré tout face à un sacré défi à relever, c'est-à-dire que nous avons des lecteurs extrêmement fidèles, mais on sent qu'il y a une génération de lecteurs qui est en train de finir ses jours, pour dire les choses simplement, et que les nouvelles générations lisent beaucoup moins sur papier, mais bien davantage sur leur téléphone ou sur des écrans en général. Et nous avons actuellement nous avons au total une diffusion payante de 80 000 exemplaires sur 80 000 abonnés. Et là-dessus, il y a 15 000 abonnés numériques. Donc, d'ores et déjà, l'abonnement numérique tient une part significative dans notre public. Le problème, c'est que les abonnés numériques payent des prix d'abonnement très inférieurs à ceux des abonnés papier et, d'autre part, sont moins fidèles que les abonnés papier. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus de façon à ce que, sans doute, on voit bien que dans les jeunes générations, la lecture sur papier n'est plus un enjeu, n'est plus une réalité pour eux. Ils liront sur écran, donc il faut qu'on apprenne à attirer cette clientèle-là. On le fait déjà, mais il faut qu'on le fasse davantage et surtout qu'on arrive à la fidéliser davantage de façon à ce qu'on puisse avoir toujours les recettes suffisantes pour faire vivre une équipe qui compte aujourd'hui une centaine de journalistes. Alors, vous allez citer l'autre atout, le fait de s'appuyer sur le groupe Bayard. Il y a une problématique en France, j'ai eu à en parler un peu avec des collègues de BFM qui était passé, BFM Business qui était passé il n'y a pas longtemps, donc 15 jours avant le début de la révolution à Alger. Le poids du capital sur le contrôle de l'offre médiatique en France qui est devenu important. Il y a nos collègues de Mediapart qui le pointent tout le temps du doigt.
la Croix fait partie de ce qui permet une diversification quand même. Tout à fait. La Croix, avec Bayard, a la chance d'appartenir à un actionnaire qui n'est pas du tout un actionnaire financier. C'est une congrégation religieuse, une institution religieuse qui s'appelle, c'est un groupe de religieux qui s'appelle les Augustins de l'Assomption. Augustin, référence à votre pays. Ils sont de sensibilité. Et ce sont des héritiers de Saint-Augustin. Alors cette famille-là, parce qu'il y a pas mal de familles d'Augustins, ceux-là sont les Augustins de l'Assomption, et ils sont propriétaires à 100% du groupe, et ils ont la particularité de ne pas prendre de dividendes. Tous les bénéfices sont réinvestis. Donc c'est une grande chance pour nous. Alors d'un autre côté, ils n'ont pas la capacité à amener beaucoup de capital. Quand récemment le Parisien a été recapitalisé à hauteur de 90 millions d'euros par son propriétaire, qui est groupe LVMH, géant mondial des produits de luxe. Voilà, nous, si dans quelques années, mettons, on traverse une crise financière grave, ce sera pas facile pour les assomptionnistes d'amener du capital pour aider le groupe à faire face. Donc, mais en même temps, c'est une grande chance parce que nous sommes véritablement indépendants des puissances d'argent. Nous sommes aussi indépendants des institutions de l'Église catholique. Nous ne sommes pas l'organe officiel de l'Église catholique nous sommes indépendants des évêques, nous sommes indépendants du Vatican. L'essentiel de nos recettes viennent de nos lecteurs. Nous n'avons pas beaucoup de publicité. Nous bénéficions d'aides de l'État comme tous les journaux en France, de la même manière, avec les mêmes mécanismes. Il n'y a pas de statut particulier pour nous de ce point de vue-là. Donc nous vivons grâce à nos lecteurs, et c'est une situation qui nous plaît beaucoup. Et ça nous permet de recevoir 2 quarts de lecteurs de la Croix en Algérie d'une année à l'autre, tous les 2 ans. Il n'y a pas Hippone cette année sur votre carte? Non, il n'y a pas Hippone. Non, cette année, on s'est vraiment centré sur les suites de la béatification et de cette présence présente d'aujourd'hui, je veux dire, des chrétiens en Algérie, des catholiques en Algérie. Bienvenue Guillaume Goubert en Algérie et à bientôt. À bientôt. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance, la protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.